Mosaïque FM. تبع الموجة. Tout de suite, نستقبل ضيفي Mathieu Galtier, journaliste indépendant et correspondant du journal Libération. Mathieu, bonjour. Bonjour. Comme je l'ai dit à l'annonce, vous rentrez de Libye. Vous êtes rentré hier de Libye. Vous avez assisté au procès d'un groupe de proches du gouvernement Kadhafi, entre autres Bardadi Mahmoudi. Vous étiez parmi les rares journalistes présents. Vous étiez 3, vous m'aviez dit. Non, alors sur cette séance-là du jugement, on était plus, parce qu'il y avait une équipe de la BBC et des journalistes d'agences de presse. Mais donc c'est un procès qui s'est étalé sur 16 mois. Et effectivement, dans la plupart des audiences, on était plus ou moins 3 journalistes étrangers, du moins, et même les Libyens. Il y avait les caméras des télévisions nationales qui étaient là, mais c'était pas un procès spécialement suivi ni par les médias, ni par la population d'ailleurs. Comment l'expliquez-vous ? Alors, je vais d'abord citer ce que les Libyens disent quand on les interroge. Ils disent surtout qu'on a d'autres problèmes plus importants, des problèmes d'argent d'abord, des problèmes de guerre, et qu'en fait c'est pas une priorité pour ce procès n'était pas une priorité pour eux. Donc voilà. Vous dites que les sentences n'étaient pas trop surprenantes, que le verdict était plus ou moins attendu, la condamnation à mort, la prison à vie pour certains, mais surtout la condamnation à mort pour Saif el-Islam, pour Bardadi Mahmoudi, pour Snoussi, pour les 6 autres. Pourquoi ? D'abord, il faut savoir la situation est quand même assez particulière en Libye actuellement. Il y a un gouvernement, le gouvernement de Beida, avec le Parlement de Tobrouk qui rejette de toute façon le tribunal qu'il y a eu. Ils disent que c'était un procès politique, et non pas un procès fait dans les formes. Des instances internationales, Human Rights Watch, Amnesty International, même l'ONU aussi, a critiqué la forme de ce procès où les témoins de la défense n'ont pas pu apparaître, puisqu'à Tripoli, ils avaient trop peur de venir à Tripoli. Donc voilà, dans ce sens-là, on peut parler de procès politique. D'un autre côté, pour les autorités de Tripoli, il s'agit d'un procès tout à fait légal, où les formes ont été respectées. Il y a eu une instruction de 4000 pages où lors de l'instruction, lors de l'enquête, des témoins de la défense ont pu être entendus par le procureur. Donc tout ça c'est fait dans une ambiance très libyenne, c'est-à-dire de chaos total. Donc à partir de ce moment-là, les sentences, les peines de mort qui touchent 9 personnes donc sur les 37 accusés, dont la plupart avaient quand même des hautes responsabilités, que ce soit militaires ou politiques. Du point de vue, en tous les cas, de Tripoli, ça n'a surpris personne. Donc c'était par rapport au gouvernement de Kadhafi, donc c'était pour enterrer encore une fois Kadhafi, toute sa politique et tous les gens qui étaient autour de lui, quelque part. Oui. Le procès étant, ça aurait dû être un moment fort de la justice transitionnelle, comme on a pu voir dans d'autres pays, ou en Rwanda notamment. Ça n'a pas été on peut pas dire que ça soit le cas en Libye puisqu'il y a 2 gouvernements qui s'affrontent, donc on peut pas dire que qu'il y a une réconciliation autour de ce procès. Voilà, comme je disais tout à l'heure aussi, la forme du procès, il y a est-ce qu'on peut dire, excuse-moi Mathieu, mais est-ce qu'on peut dire que là, la Libye a raté l'occasion de montrer qu'une réconciliation nationale était possible ? C'est en tout cas ce qu'a affirmé Human Rights Watch dans son compte-rendu, et oui, on peut dire effectivement que le procès, le timing du procès n'est pas le meilleur, n'a pas été fait au meilleur moment, en tous les cas, pour la réconciliation de la Libye. D'accord. Ce qui nous intéresse, nous, Tunisiens, c'est par rapport à Bardadi Mahmoudi, parce qu'il a été livré par le gouvernement tunisien à la Libye, et donc il y a beaucoup de choses à dire. Vous l'avez vu, Bardadi Mahmoudi ? Oui, je l'ai vu il y a 2 jours. Donc juste après le lendemain du mercredi, donc le lendemain du jugement, je l'ai vu dans le bureau du directeur de la prison. Donc je l'ai pas vu dans la cellule, j'ai pas été autorisé à accéder à la cellule. Il était affaibli physiquement, il n'y avait aucune trace d'avoir été frappé ou torturé. Mais il était affaibli, il souffre d'un cancer et de multiples maladies chroniques.
Voilà, intellectuellement aussi, il parlait assez lentement. Il avait toute sa tête, mais on sentait qu'il est fragilisé. Lui-même le dit d'ailleurs, qu'il souffre de dépression et de problèmes un peu psychiatriques, même si voilà, il a toute sa tête. Mais donc voilà, c'est un homme affaibli et que j'ai rencontré, qui refuse sa sentence. Il dit que sa sentence n'est pas proportionnelle à ce qu'il a pu faire, que lui, en tant que politique, justement, donc il était Premier ministre, il n'a pas de sang sur les mains, il a suivi les ordres, mais en aucun cas, il se sent responsable de la mort de quiconque. Donc voilà, et encore une fois, donc l'entrevue s'est faite avec le directeur de la prison Nord. Justement, pourquoi, d'après vous, Mathieu, le directeur de la prison était là, présent dans cet entretien, alors que normalement on aurait pu vous autoriser à être seul avec Bardadi Mahmoudi, surtout que la sentence a été prononcée? Certes, c'est une bonne question. On peut aussi se demander pourquoi ils ont finalement accepté de faire venir quelqu'un, pourquoi ils n'ont pas tout simplement refusé. Je ne sais pas, j'ai pas eu l'occasion de poser la question après l'entretien au directeur, ou plutôt il n'a pas répondu de manière très explicite. Voilà, sachant peut-être ce qui est intéressant, c'est que Barghouti El-Mahmoudi, c'est la personne que tous les journalistes étrangers en fait voient. La dernière fois, une équipe de TF1 était venue, c'est également lui qu'ils avaient pu interroger. Donc en fait, la question est plus de savoir pourquoi c'est tout le temps lui. On montre. Et comme je disais tout à l'heure, peut-être son côté affaibli physiquement, moralement, il a toujours un peu de la famille éloignée à Tripoli. Donc est-ce qu'il y a une sorte de menace comme ça, de pression qui est faite? C'est assez difficile à savoir. Ce qui est sûr, c'est que les autres accusés, eux, ont l'air beaucoup plus encore très très marqués par le kadhafisme. Je pense à Bouzed Dorda ou à Abdallah Senoussi qui restent très très vigoureux sur leurs termes et sur la dénonciation de la révolution. Donc oui, on voit Midox, si on peut résumer en quelques mots et traduire ce qu'a dit Mathieu. En attendant, on se revoit juste après la pub pour voir qu'est-ce qui a été dit. Est-ce qu'il y a des révélations qui vous ont été faites, Mathieu, quant à son extradition, quant à son rapport à Kadhafi, quant à Sarkozy, des points comme ça. Donc juste après une petite traduction de Midox. بعد عودته من ليبيا وحضور على المحاكمة اللي صارت البغدادي المحمودي ورموز النظام السابق في ليبيا، السؤال كان علاش ما كانتش فما برشا متابعة كسوسوا من الليبيين اللي يقولوا انه عندهم مشاكل اخرى، مشاكل نتاع حرب، مشاكل اقتصاديه. في تعليق بعض المنظمات الحقوقيه العالميه على المحاكمه هذه هما انتقدوا المحاكمه، قالوا فما حتى شكون قال انها محاكمه سياسيه، وحسب هيومن رايتس واتش كانت هذه فرصه قدام الليبيين باش يحققوا مصالحه وطنيه، الشيء اللي ما صارش بعد صدور الحكم باعدام بغدادي المحمودي وبعض رموز النظام السابق في ليبيا. سينو هو كان شايف البغدادي المحمودي نهارين التالي اللي حسب ما يوصف يقول كان ضعيف برشا، يحكي بشويه لكن ما شافش عليه علامات نتاع تعذيب. البغدادي المحمودي قال انه يرفض الحكم الصادر ويقول انه ما شاركش في جرائم وما يتحملش مسؤوليه نظام القذافي. Mathieu Galtier, journaliste indépendant, correspondant du journal Libération, يحكينا اللي هو كان منذ يومين قابل البغدادي المحمودي في السجن نتاعو بحضور مدير السجن، وماتيو يتساءل علاش كان بحضور مدير السجن وعلاش كل مرة لقاء من يمثل النظام السابق نظام القذافي كان فقط مع البغدادي المحمودي. Mathieu, est-ce qu'on peut dire que Bardadi Mahmoudi est la boîte noire qui renferme des informations auxquelles tout le monde voudrait accéder, mais justement la présence du directeur de la prison et peut-être d'autres personnes fait que on ne donne rien, on ne veut pas que Bardadi Mahmoudi parle. Oui, je pense qu'on peut dire ça. Après, des 37 accusés, c'est pas le seul à avoir les informations. Je pense qu'une personne comme Senoussi possède encore plus de secrets. Après, qu'il l'empêchait de parler, oui. La question est de savoir est-ce que de lui-même il parlerait. Et je lui ai évidemment posé la question de Sarkozy, du financement, où il m'a dit très clairement qu'effectivement Sarkozy avait pris de l'argent, textuellement. Donc simplement il redit ce qu'il avait déjà dit à une chaîne de télévision française auparavant. Donc voilà, quand on lui demande des détails, parce que c'est une chose de dire oui il a pris de l'argent, mais quand il s'agit de preuves,
Voilà, il a dit qu'il réservait ça pour plus tard, qu'il veut écrire probablement un livre ou quelque chose comme ça, enfin que c'est pas le moment, en tous les cas, ce qui m'a clairement fait comprendre, c'est que c'était pas le moment de donner des preuves et des informations. Mm-hmm. Voilà, après, est-ce qu'il aura le temps? Donc juste, il y a 48 heures et après la sentence, Mahmoudi... Moins de 24 heures. Moins de 24 heures, Mahmoudi confirme encore une fois que Sarkozy a reçu de l'argent de Kadhafi pour sa campagne présidentielle et qui a été découvert par le site Mediapart, mais qui a été contesté par Sarkozy et tout son entourage. Voilà, alors moi je reste très prudent là-dessus, je dis ce qu'on m'a dit, donc textuellement la question étant... Enfin, la question a été posée en 2 fois, donc savoir si M. Sarkozy avait pris de l'argent. Il a répondu dans un premier temps qu'il réservait sa réponse plus tard par écrit. Ensuite, en fait, un Libyen lui a posé, qui était dans la salle avec moi, lui a posé la question très directement, très franco-textuellement, c'est « a-t-il pris l'argent ?» Il a répondu « Naham, oui, clair, net, précis ». Après, quand je suis revenu en disant mais avez-vous des preuves et quel genre de preuves, là de nouveau il n'a pas répondu, franchement il a attendu. Donc voilà, ce que je peux dire c'est qu'il a effectivement dit que Sarkozy avait pris de l'argent sans apporter aucune preuve. Et vous attendez des preuves? Vous pensez qu'il aura le temps d'en donner, ou est-ce que alors ça c'est une affaire qui sera étouffée Alors ça c'est une excellente question, parce que maintenant qu'il a été condamné à mort, justement. Alors déjà la Cour suprême doit valider ou invalider la décision de justice. Parce qu'il y a eu appel. Alors en fait c'est un peu compliqué. Il y a eu appel, mais en fait c'est un système où il n'y a pas vraiment de second degré d'appel comme on peut le voir en Tunisie ou en France ou ailleurs. Donc c'est en fait la Cour suprême qui effectivement fait office d'appel, mais qui ne peut juger que sur la forme, non pas sur le fond. Donc voilà, mais il y aura effectivement cette décision de la Cour suprême. Bardati, lui, s'attend pas à être exécuté avant 1 an, ce qu'il a dit plus ou moins, ce qui lui laisserait le temps d'écrire. Et de faire ses révélations. Et de faire éventuellement ses révélations. J'avais rencontré quelques jours avant le procès le procureur, Sadiq El-Sour, qui lui souhaitait, en fait, à titre personnel, que l'exécution des peines ne se fasse pas avant la formation du gouvernement d'union nationale, qui est actuellement en pleine discussion. Et qui peut prendre très longtemps, très rapidement, c'est la Libye, on ne sait jamais. Mais voilà, lui, donc pour l'instant, on ne sait pas, en fait, concrètement, on ne sait pas si l'exécution aura lieu dans 1 mois, dans 2 mois, dans 1 an. Ses avocats, notamment ses avocats tunisiens, craignent qu'il meure même du jour au lendemain. Vu son état de santé. Vu son état de santé, vu aussi, comme vous avez dit, les pressions éventuelles et qu'il se fasse disparaître. Donc ça, c'est... ce que les avocats tunisiens craignent. Donc on ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas que Sarkozy qui est concerné par ces révélations. Non, il y a un volet tunisien aussi, donc avec l'extradition. Là aussi, c'est compliqué parce que donc lors de l'extradition. Est-ce qu'il vous en a parlé justement? J'allais venir vers ça. Est-ce qu'il en a il en a parlé? Un de ses avocats, Maître Mabrouk Khorchid, avait dit hier justement ici même dans son intervention au Mosaïque FM que le gouvernement Jbeli n'a pas livré Mahmoudi au gouvernement libyen, mais il l'a livré à Abdelhakim Belhaj et Khaled Sherif. Ouais, c'est très compliqué parce qu'en fait l'extradition s'est faite en juin 2012 et c'est en juin 2012, c'est ce mois-là aussi qu'il y a eu les premières élections donc libres en Libye. Et où le gouvernement, donc c'est Al-Kib qui a été formé ensuite, enfin ça a vraiment été là aussi, autant le procès, enfin le jugement s'est déroulé dans on va dire la pire période de confusion actuellement en Libye, autant l'extradition aussi s'est faite en plein milieu de la transition politique, le même mois que les élections, donc à quel gouvernement, à quelle personne il a été livré, voilà, officiellement il a été livré aux autorités libyennes. Tout à fait. Qui à l'époque était encore donc le CNT, le Conseil national de transition. Mais après il y a eu les gouvernements du Parlement, donc du Congrès national, dominé par les frères musulmans et par le parti Adala Wabina, même si c'était pas le parti majoritaire, c'est eux qui au final dominaient dans le Parlement. Donc effectivement les avocats tunisiens parlent en fait d'un accord entre Ennahda et le parti frères musulmans Justice et Construction libyen.
Voilà, c'est ce qu'ils disent. Je me permettrai pas d'affirmer ça aussi. Et lui, aussi qu'est-ce qu'il froidement. dit, Mahmoudi? Alors, il ne répond pas. Clairement, il répond pas concrètement à ces questions-là. Sur Parce son qu'il ne sait extradition. pas, ou parce qu'il a peur, ou parce qu'il y a confusion autour de ça? Je pense que c'est un peu des deux. Il sait pas exactement à qui on l'a extradé. Il a aussi peur. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, donc dans cette prison, dès le début, c'est une prison qui est aux mains des proches d'Abdelhakim Belhaj. Khaled El-Sherif, le responsable, était un ancien du groupe de Belhaj. Voilà, c'est une prison qui est connue pour être aux mains d'anciens salafistes, d'anciens groupes de Belhaj, mais sous autorité quand même de l'autorité libyenne, sauf que l'autorité libyenne a changé 4 fois de main depuis qu'il a été extradé. Donc c'est un peu compliqué, et Bardati refuse d'entrer trop dans les détails. Et, Par peur, encore une fois. Oui, je pense qu'on peut dire, une nouvelle fois, la réunion, je l'ai vue avec le directeur de la prison, donc c'est un peu compliqué de savoir à quel point il parlait librement ou pas. Donc on peut toujours, en tous les cas, tout ce qu'il dit, il faut penser en arrière-plan que ça a été dit avec le directeur de la prison dans la même salle. 2 questions, Mathieu, avant de terminer. Je reviens à l'histoire de Sarkozy, le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy, qui a été confirmé par Mahmoudi par sa réponse par un oui. Est-ce que vous lui avez posé la question sur le rôle joué par Sarkozy dans la chute et la mort de Kadhafi? Non, j'ai pas eu le temps de lui poser cette question-là. Ce qu'il m'a simplement dit, c'est qu'il connaissait très bien Guéant, Claude Guéant. Donc il avait sous-entendu qu'il l'avait déjà rencontré à plusieurs reprises. Et c'est ministre de la Défense de Sarkozy. Pas de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur et conseiller très proche de Sarkozy. Et ce qu'avait révélé effectivement Mediapart, c'est qu'il y a eu plusieurs réunions que Guéant était venu à de multiples reprises en Libye, donc Bardati confirme qu'effectivement il l'avait vu, et voilà. Après, est-ce qu'il y a eu échange de monnaie durant ces réunions, ça c'est notre question. Voilà. Et puis pour la petite anecdote aussi, il avait dit, parce qu'il a participé à la libération des infirmières bulgares avec Cécilia Sarkozy, à l'époque la femme de Nicolas Sarkozy. Et il a dit que c'était une femme très forte et qu'elle connaissait mieux la Libye que son mari. Voilà, la petite anecdote. Donc, ce qui montre aussi qu'il avait quand même un petit humour quand même, qui s'est permis une petite pointe d'humour lors de cette réunion. Mais sur le fond, une nouvelle fois sur le fond, que ce soit de l'extradition ou les preuves quant au financement, il a refusé. D'ailleurs, il n'aurait pas eu le temps matériel, parce que la réunion, la rencontre n'a pas duré 1 heure non plus. Vous êtes resté 15 minutes avec lui? Oui, un peu plus, 20 et une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure peut-être. Mais voilà, mais clairement, il ne voulait pas. Enfin, sur les preuves, en tous les cas, et l'extradition, sûrement il y avait de la peur, mais aussi il ne voulait pas donner comme ça de précision à un journaliste. Enfin, en l'occurrence, on était 2 journalistes, mais comme ça, je pense qu'il veut coucher ça par écrit, prendre le temps de poser les mots et de réfléchir. C'est peut-être une carte qu'il joue. Oui, sûrement. Je pense que c'est un peu une sorte de teasing qu'il a fait. Voilà. Il a profité d'avoir des journalistes pour... Et notamment français. Et notamment français, je pense qu'effectivement c'est une bonne question. Si j'avais pas été français et si la collègue qui était avec moi n'avait pas été française non plus, est-ce qu'il aurait accepté? C'est une bonne question, je sais pas. Je pense qu'il aurait quand même profité quand même des médias pour parler, et voilà, en se disant que ça va faire un peu de buzz, comme on dit. Pour finir, pourquoi est-ce que on n'a pas accepté à ce que les avocats tunisiens puissent le voir? Est-ce que vous lui avez posé la question? Est-ce qu'il en a parlé? Ou est-ce qu'il se dit dans les couloirs Oui, alors en fait, prison? j'avais posé la question avant aux instances judiciaires libyennes. Alors officiellement, c'est juste un problème formel. C'est que les avocats libyens doivent être inscrits au barreau de Libye, de Tripoli, ce qui en fait est a priori impossible en tant que Tunisien. Enfin, il faut être libyen. Donc en fait c'est pour ça. Donc la raison qui m'avait été donnée, mais depuis le début du procès, parce que ils ont jamais pu entrer. Enfin, si tout au début des avocats tunisiens ont pu rentrer dans la salle d'audience, mais n'ont jamais pu plaider. Et la raison qui a tout le temps été invoquée, c'est que pour plaider, il faut être inscrit au barreau en Libye, et pour être inscrit au barreau en Libye, il faut être libyen. Donc voilà. Mais les Tunisiens pouvaient donner en tant que conseiller juridique. Mais là aussi, ça pose un problème, parce qu'au niveau de l'extradition, il était quand même
dit que Bardati devrait pouvoir avoir accès à ses avocats tunisiens, ce qui n'a pas forcément été le cas, en tous les cas physiquement. Est-ce que, et c'est la dernière question, est-ce qu'il sait qui l'a livré, qui l'a extradé, qui a donné l'ordre du temps où on avait en Tunisie le gouvernement de la Troïka, parce que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on lit actuellement, donc il y a échange d'accusations entre le parti Ennahda et monsieur Monsef Marzouki qui était le président de la République. Donc est-ce qu'il sait, Bardedi Mahmoudi, qui l'aurait livré? Non, il le sait pas, il ne me le dit pas, il me l'a pas dit. Est-ce qu'il le sait au fond de lui-même? J'en sais rien, je pense qu'il a une petite idée, mais clairement il veut pas la dire. Et moi, j'avouerai humblement que j'en ai aucune idée, j'en ai aucune preuve surtout. Donc, non, en tout cas, si je vous pose la question, c'est pour savoir si lui, il vous a semblé savoir qui est derrière ça. Ouais, je pense qu'il en a une idée, ouais. Il veut pas parler. Non. Donc c'est une véritable boîte noire. Oui, il sait beaucoup de choses. En tout cas, merci beaucoup Mathieu. Vous nous avez aussi donné beaucoup de choses, mais je pense que s'il reste en vie, il aura plus qu'un livre à écrire. Oui, plusieurs tomes en tous les cas, sûrement. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous. Merci. نمشيو الملخص للكلام اللي كان يتقال توا. يأكد انه ساركوزي خذا فلوس من عند القذافي هذا البغدادي المحمودي باش يمول حملته الانتخابيه، اما ما عطاش اكثر تفاصيل على الموضوع هذا، ويقول انه يحب يخلي تفاصيل المرحله اخرى. المعلومات تقول انه تنفيذ حكم الاعدام ينجم يكون بعد عام، والوقت هذا يحب يستغله باش يكتب كتاب يعطي فيه التفاصيل هذه الكل. اما المخاوف نتاع المحامين هو انه يتم حكم الاعدام بسرعه وما يكونش ما يعطيوش الوقت انه يعطي تفاصيل هذيا، خاصة مع استعملتوا انتم كلمة البوات نوار ولا الصندوق الاسود، خاصة مع المعلومات اللي هي موجودة عنده على الموضوع هذايا، والا على نظام القذافي بصفة عامة، نظرا لقربه خاصة للمنصب اللي كان عنده. موضوع تسليمه ليبيا من قبل السلطات التونسية، يقول انه الموضوع معقد على خاطر التسليم صار في وقت الانتخابات الليبية، والحديث على اتفاقات سياسيه ما نجموش ناكدوه ولا ننفيوه، خاصه انه البغدادي المحمودي رفض انه يحكي في الموضوع هذايا بحضور مدير السجن. بخصوص رفض السلطات الليبيه حضور المحامين التوانسه للمحاكمه، يقول انه المشكل هو في الاجراءات، لانه القانون الليبي يفرض انه المحامين ولا يفرض انه المحامين يكون عندهم يكونوا مسجلين في ليبيا، اللي هي حاجه ماهيش ممكنه للمحامين التوانسه نظرا للجنسيه نتاعهم. هذا الملخص نتاع الكلام اللي تقال. Merci Midox et merci encore une fois à Mathieu Galtier, journaliste indépendant et correspondant du journal Libération. Merci d'être venu nous voir à Mosaïque Café.